Plaisir d'écouter Nicole El-Karoui de Sorbonne Université qui va nous parler de Optimal Related Utilities and Convex Pricing Kernels. Nicole. Merci beaucoup. D'abord, personne ne va être vraiment étonné que je dise que je vais présenter en français. Mais avant, comme traditionnellement, évidemment, je vais dire quelques mots sur mes relations avec Étienne et avec Denis. Un beau lapsus. Générationnel. Voilà. Et bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, évidemment. Donc, je connais Denis depuis très longtemps. J'ai toujours beaucoup apprécié Sophia Antipolis et notamment le fait que quand on venait, d'abord il était obligé de venir nous chercher à l'aéroport, ce qui était quand même déjà assez loin, mais surtout on passait une journée là et en général il libérait beaucoup de temps pour qu'on puisse discuter, profiter des échanges et à chaque fois c'était vraiment d'une grande richesse. Alors en fait, à l'origine, donc moi je faisais des processus et puis j'avais commencé à faire du contrôle stochastique. Bon, mais c'était du côté du labo de Proba et de Strasbourg, c'était la grande période, comment dire, où ce qui était vraiment mis en avant, c'était les trajectoires, beaucoup plus que la loi des processus. Meyer se dégageait progressivement de la théorie des processus de Markov, etc. Et donc en contrôle stochastique, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire de manière purement probabiliste d'une certaine manière, qui était assez différente des choses que Denis et Étienne, justement, regardaient à partir de la culture au point de départ de DP, puis après des probabilités numériques. Et mon compétence en probabilité numérique était nulle à cette époque, elle est toujours nulle, mais malgré tout, j'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. Mais nos relations beaucoup plus fréquentes, en fait, ont été relatives aux questions d'enseignement, puisque Denis a enseigné, alors je n'ai pas vérifié combien d'années, au master de probabilité, et processus, puis de proba et finance. Et puis, quand on était à l'école polytechnique, il faisait partie du corps enseignant et des petites classes autour qu'on avait. Et cette longue collaboration, en plus, on appartient au même conseil de la fondation Natixis, je crois. Donc, ça nous permet de nous voir assez régulièrement dans des contextes assez différents, mais qui ont toujours, en tout cas, la même intensité, la même... finalement, des moments toujours très amicaux. Et donc, Denis, je t'en remercie beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais parler... alors, je vais revenir à des choses assez élémentaires sur les fonctions d'utilité. Ah oui, alors, je veux dire, comme je sais que beaucoup de gens sont allergiques à la finance, il y a des mots qui rappellent un petit peu la finance, beaucoup la finance même, mais en fait, c'est juste un prétexte... pour justifier les problèmes qu'on a regardés. Et en fait, la plupart des choses qu'on va faire sont beaucoup plus relatives à des questions de convexité ou de concavité. Et donc, ce travail en rapport est fait en collaboration avec Mohamed Lemrad, dont Emmanuel Gobet a cité dans l'article qu'il a présenté et qui, ici, on travaille ensemble depuis plus d'une dizaine d'années et en particulier il est très fort là sur l'aspect plus numérique, notamment pour inverser des flots et regarder les équations que ça donne, qui seront un peu à l'occasion de ce qu'on va voir. Donc j'ai recopié ici une partie du slide qui est là. Alors je commence d'emblée avec ça parce que en fait la grande chose dont on va avoir besoin, c'est des notions les plus basiques autour des fonctions d'utilité. Donc, dans le monde de l'économie et de la finance, l'utilité, c'est le critère numéro 1. Les économistes ne connaissent que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une utilité? C'est tout simplement une fonction concave, strictement croissante, positive,
de 0 l'infini à 0, parce qu'on teste uniquement avec ces fonctions-là des questions qui concernent des richesses positives. Donc on le retrouvera aussi en finance. Donc la propriété donc l'exemple type en finance, en économie, c'est les fonctions puissance, x puissance 1 moins alpha, racine carrée de x, quoi, grosso modo. Mais elles ont des propriétés très spécifiques qui vont influencer énormément de choses que les gens considèrent dans ce domaine. Donc, l'outil fondamental qu'on va utiliser systématiquement associé aux utilités, ça va être leur conjugué, donc l'idée de la conjugaison et de la relation, alors pas de dualité, mais de conjugaison entre U et U tilde va être fondamentale. Donc, U tilde est défini comme un sup. Il y a la Fenchel équation, c'est la deuxième, qui dit que en fait ce sup est atteint avec moins utile, alors à l'autre avec moins ux, et voilà. Bon, c'est ça les deux choses essentielles. Ici j'ai écrit une fonction de plus qu'on appelle la gap fonction, qui a été introduite en fait que à ma connaissance par Guillaume Carlier, et qui consiste à regarder. Alors, entre les convexes et les concaves, on s'en mêle, c'est pas possible, mais là, la formule est juste. Donc, on prend la duale, on lui retire l'utilité et on regarde le produit scalaire, quelque part, xy. Tout ça, c'est sur R, donc c'est très, très basique, élémentaire. Et cette fonction-là a plein de belles propriétés. C'est une manière de parler de la relation de Fenchel de manière, regroupée. En particulier, comme c'est toujours plus facile de démontrer qu'un truc est positif et que parce que si l'espérance d'un truc positif est nulle, le truc qui est à l'intérieur est nul, c'est très utile. Voilà. Donc en fait, nous, on va être dynamique, ça veut dire qu'on va avoir des utilités qui vont être définies sur un espace de proba, qui vont être des processus, mais sur lequel on va dire que ça doit être adapté, on verra les propriétés dont on a besoin. On n'a pas le moins d'hypothèses de régularité possible dans les faits. Alors, pourquoi on regarde ça? Et qu'est-ce qui est la motivation d'une partie de ces choses? C'est, en fait, quel est le lien entre ce qu'on observe et les critères qu'on utilise pour choisir ou pour sélectionner. Donc, la plupart des décisions résultent, en théorie du moins, c'est comme ça notamment que l'économie, avec la théorie de l'agent représentatif et des choses comme ça, interprète un certain nombre de choses. Et ben, on pense qu'en gros, les gens sont rationnels et ils agissent en fonction d'un critère, mais ce critère est rarement explicité. Et donc, on peut avoir deux choses. Étant donné un critère, quel va être le comportement optimal? Et dans l'autre sens, observant le comportement optimal, qu'est-ce qu'on peut dire du critère? Et ce deuxième point de vue, c'était quelque chose qui a été soulevé par Samuelson dans les années 30, mais c'est en fait un point de vue d'actualité, parce que si vous regardez ce qui se passe dans le e-commerce, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le comportement des gens, on l'enregistre, et pour essayer de leur proposer des choses conformes à ce qu'ils ont pu faire, en fait, une des techniques, c'est d'identifier, en fait, une partie du critère qu'ils peuvent utiliser, et de s'en servir pour prendre des décisions. Et donc, le point de vue sur lequel on est parti, c'est celui de Samuelson et d'un certain nombre de gens qui disent qu'en fait, on voit le comportement optimal, mais on ne sait pas le critère, et est-ce qu'on a un moyen de retrouver un critère qui explique ce comportement optimal? C'était très important dans les années 30 en économie, et puis ça se retourne, et maintenant, donc, ça se voit énormément. Donc, par ailleurs, dans le monde toujours des probas et de l'économie, alors là plutôt stochastique, on va dire, Taleya Sarifopoulou et Musiela, dans 2002, entre 2002 et 2009, ont introduit l'idée d'un critère, d'une utilité, mais qui est forward, c'est-à-dire qui se déroule au cours du temps, pour rendre compte du fait que
beaucoup de manières dont on pose les problèmes, dont en particulier les problèmes d'optimisation, ils sont toujours backward. On fixe une date à maturité, on va le voir en 2 minutes, et on regarde ce que ça donne aujourd'hui. Souvent, il y a très peu d'informations sur le processus optimal qui est autour de ça. Et donc, ce qu'ils avaient évoqué, c'est ils ont utilisé ça pour définir des critères d'activité dans la banque quand Marek était à Londres, et pour traduire des effets comme que les préférences soient choisies de manière plus adéquate en fonction de l'horizon, donc éventuellement aléatoire, parce que dans 10 ans, vous avez du mal à savoir quel est le critère déterministe que vous allez utiliser, et puis aussi pour gérer la question de la temporalité, sur laquelle l'idée qu'on aurait assez envie que à l'optimum, ou la stratégie optimum que les gens ont retenue soit relativement indifférente à la maturité. Pour les gens qui ont l'habitude de l'optimisation en temps et en espace, en quelque sorte, ça c'est vraiment similaire à la programmation dynamique. Est-ce que le critère que j'ai, comment il se traduit si je m'arrête avant ou si je démarre plus tard? Et donc c'est un peu toutes ces questions qui sont posées dans ce qu'on va regarder. Et pour comprendre les enjeux, je vais juste décrire un toy model. Alors vraiment le plus schématique possible, juste pour donner une intuition de ce qui se passe et qui est bien connu des choses. Je pars d'un problème backward et je regarde qu'est-ce qu'il faut pour le résoudre, quoi, grosso modo. Alors, si je pars comment se pose le problème sans... Enfin, à la louche, en quelque sorte. En fait, on se donne un critère, un horizon. Donc, le critère, c'est une utilité concave en économique. Un horizon grand T qui est fixé a priori. L'utilité a une conjuguée utilda. Et puis, on fait des choix dans une famille, on va dire, convexe de portefeuille. Bon. Et ça, évidemment... il faut avoir une idée de, vue d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut en quelque sorte, et donc on associe à ça, et en finance, c'est les prix d'État, un processus dynamique entre 0 et grand T, et qui va avoir comme caractéristique qu'il donne en fait la valeur en fait financière en quelque sorte de XT vu de la date grand T, donc on regarde XT, YT. Et puis, ça, c'est une sorte de contrainte de budget. Donc, l'argent qu'on doit récupérer, investir pour faire ce qu'on a envie de faire à la maturité, il ne doit pas être plus grand qu'une somme qu'on se donne au point de départ. Donc, en général, X0, c'est la richesse qu'on a, et Y0, c'est 1. Parce que Y est vu un peu comme un processus dynamique. Et donc, le problème d'optimisation, c'est de maximiser l'espérance de l'utilité de grand XT dans cette famille avec une contrainte de budget qui est l'espérance de YT XT plus petit que X. Bon, évidemment, quand vous avez une optimisation sous contrainte, la méthode de linéarisation, c'est d'introduire un multiplicateur de Lagrange, de résoudre le problème linéarisé sans contrainte et de réintroduire la contrainte à la fin. Donc ça nous met en évidence tous les outils dont on aura besoin. Donc le processus Y de prix d'État va être très important, puisque le problème linéarisé, c'est maximiser l'espérance de U de XT plus Y, qui va être le multiplicateur de Lagrange, de X moins YT XT, donc la différence entre ce qu'on veut obtenir en 0 et ce qui est donné là, et puis de résoudre ça, et puis ensuite on va avoir une solution qui va dépendre de Y, et d'ajuster le Y pour que la contrainte de budget soit satisfaite. Donc évidemment, ça ne se fait pas toujours sans problème, mais le truc qui est vraiment important, c'est que vous voyez apparaître un U de XT moins Y, YT et grand XT dans l'équation qu'on va chercher à maximiser. Et ça, si on regarde bien la fonction gap, c'est au signe près un truc qui est directement lié à cette fonction, et donc aussi U de XT moins Y, grand YT, XT, c'est directement lié à la conjuguée de la fonction U. Donc, on a un Y qui joue un grand rôle, on a la conjuguée qui joue un grand rôle.
Alors après, c'est très facile dans ce modèle-là de dire que si ça marche, la solution, elle est simple. On doit avoir que moins utile d'y de y grand t lié à la dérivée de l'utilité, de la conjuguée de l'utilité, qui est l'inverse aussi près de la dérivée de l'utilité. Si ce truc-là est admissible et dans l'espace des contrôles admissibles, alors il est un optimum et le x étoile va être exactement cette représentation-là. Donc ce que vous voyez, c'est que la politique optimale, a priori, elle est une fonction du prix d'état. Et donc ça va être... Donc la dualité joue un très grand rôle. Après, pour résoudre complètement le problème, ben, on rajoute un y, enfin, on ajuste le y à la contrainte de budget, et on a à la fois une représentation de ce que c'est que, en quelque sorte, la fonction conjuguée optimale, et indirectement la fonction d'utilité de départ optimale. Donc, quel est le point qui est fondamental dans cet exemple? Ça va être qu'en fait, une fois qu'on a fait tout ça, si on regarde ce que ça doit être l'utilité optimale, c'est-à-dire l'espérance de... Non, la conjuguée optimale, l'espérance de utile de yt, en fait, ça, c'est la primitive de la contrainte de budget, et donc c'est quelque chose qui dépend explicitement de utile, et qui est une fonction, alors utile, c'est une fonction convexe décroissante de y, et donc la duale est une fonction convexe décroissante de y, à l'optimum. Mais puisque c'est la duale de quelque chose, la primale, eh ben, elle va être aussi une fonction convexe, non, concave croissante de la même chose, c'est la dualité entre u et utile. Et donc, dans cet exemple-là, une des choses caractéristiques, c'est que la solution, l'utilité optimale, la fonction de valeur du problème, en fait, est toujours concave, si vous êtes parti d'un problème avec utilité concave. Alors, ça, c'est une remarque, bon, j'ai illustré comme ça, mais qui est fondamentale parce que si vous discutez avec les économistes, les critères sont toujours concaves. Donc, même s'ils font de l'optimisation, même si on n'a pas justifié que c'était concave, ils ont toujours une référence concave. Et donc, la question qu'on s'est posée avec Mohamed et Caroline aussi pas mal, ça a été de mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un univers dans lequel l'utilité dynamique, la fonction de valeur au cours du temps, est toujours une fonction concave du paramètre. Et cette concavité, qu'est-ce qu'elle induit comme contrainte sur les situations? Donc, quand les problèmes sont plus compliqués, on a toujours des fonctions concaves, mais on va faire résoudre avec des EDS, j'écrirai éventuellement, des fonctions d'utilité avec AJB, etc. Dans le cas concave, dans le cas où on a un monde de contrôle très spécifique, on peut démontrer que la fonction d'utilité, enfin la fonction de valeur, reste concave du paramètre. Et donc cette idée des économistes reste valable, mais on va voir sous des conditions très fortes. Donc là, on a notre objectif, c'est d'oublier la finance et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut au minimum. Alors d'abord d'avoir un peu plus d'infos sur ce que doit être le portefeuille optimal. Là, on a vu que le dual, c'était juste un grand Y multiplié par un petit Y. Et comment est-ce qu'on peut poser un problème qui, en gros, garantisse, à des détails près, que on propage, en quelque sorte, des fonctions de valeur qui restent concaves au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on a appelé les forward, je ne sais pas quoi, birévélés. Et donc, quel est le problème qu'on a? On va se donner, on observe, que comme dans le e-commerce, on observe un processus qui évolue au cours du temps, qu'on va appeler grand XT, de petit x, et on se donne une utilité au point de départ, et puis on cherche à retrouver une dynamique, une utilité dynamique de t et de z. Alors, une utilité, il faut qu'elle dépende d'un paramètre, donc évidemment il faut qu'on ait quelque chose qui donne des degrés de liberté sur le paramètre. Ce quelque chose, ça ne va pas être un contrôle, ça va être uniquement
Alors, dans le vocabulaire de l'économie, c'est la richesse initiale, mais là, on verra que tout ce qu'on écrit n'a rien à voir avec l'économie. Donc, sauf qu'on reste sur R et qu'on a R+, et qu'on a des utilités. Donc, ce qu'il faut, c'est un processus dit celui qu'on doit observer au cours du temps. Il doit dépendre d'un paramètre, petit x, et ce qu'on cherche, c'est à trouver une utilité forward pour lequel, qui soit la meilleure au point de vue de x. Ça veut dire que au cours du temps, en moyenne, l'avantage d'avoir xt de petit x est constant, et donc ça veut dire que u de t de xt est une martingale. Une autre manière de voir, ça veut dire qu'à n'importe quel temps d'arrêt, c'est équivalent, u de grand t de grand x grand t, citer un temps d'arrêt en espérance vaut 0. Donc l'expected utilité constante est égale à une fonction concave au point de départ. Donc l'idée, c'est comment je vais diffuser cette fonction concave pour que ça reste, alors, que u de t soit concave, mais que u de t de xt, lui, n'est pas nécessairement concave, bien sûr, avec cette propriété de martingale. Bon, alors, c'est pas sorcier de voir que pour faire ça, il y a plein de solutions, en fait. Et donc, si on ne rajoute pas de contraintes, tout à l'heure, on a vu qu'on avait une contrainte de budget qui permettait de spécifier le processus. Et donc, l'idée, c'est... donc, les prix d'État vont jouer un grand rôle. Comme on cherche une utilité, la conjuguée va jouer un grand rôle. Et donc, pour spécifier le problème, ce qu'on va faire, c'est regarder, essayer de résoudre un problème qu'on appelait birévélé, c'est-à-dire associer à notre xt une famille de prix d'État, de telle sorte que le couple xt yt ait des belles propriétés, mais que le y puisse être considéré comme optimal pour la conjuguer. C'est-à-dire que utile de y de t, ce soit une martingale au cours du temps. Et donc, sinon, l'idée, c'est... après, comment doit se faire la jonction entre les deux processus? Comme on est en plein cœur de relation entre une utilité et sa conjuguée, qu'on sait que la dérivée de l'utilité joue un grand rôle pour définir la conjuguée réciproquement, ça va être assez simple de résoudre le problème uniquement à partir d'infos de type juste propriété des fonctions convexes ou concaves sur grand R. Donc, juste un exemple pour voir un tout petit peu ce que ça entraîne. Donc, si on se donne x et on cherche des u, on se donne x, on donne une fonction 0 et on cherche à la diffuser. Mais si on veut que le processus soit constant au cours du temps, celui qu'on observe, avec toutes les hypothèses qu'on a mis, on doit voir que u de t de x est une martingale. C'est facile de voir que du coup, sa dérivée est aussi une martingale. Là, on est très généreux sur les capacités de dériver sans trop de restrictions. Et donc, si sa dérivée est une martingale, en fait, c'est facile de voir que sa duale aussi est constante et que martingale pour les constantes, et donc le processus est constant. Ça n'a à peu près aucun intérêt, bien sûr, mais ça en a un peu plus si on cherche des processus qui sont linéaires, leurs conditions initiales, parce qu'en fait, avec les utilités power, c'est le standard de ce qu'on voit en économie. Et donc, en fait, on va voir que c'est extrêmement limité. Donc, comment on fait si on a un processus qui est proportionnel à petit x, l'utilité qu'on doit faire avec un xt de x, on va pouvoir l'écrire on va pouvoir définir une nouvelle utilité à partir du ut de z de xt, dont on sait qu'elle va être martingale. Donc celle de gauche, le ux, elle est constante, et donc les résultats qu'on a donnés donnent immédiatement que ça n'est possible que, alors dans le cas linéaire, que si l'utilité marginale, xt uz de t de z de xt, donc on fait yt de uz, est lui-même une martingale. Donc on retrouve la condition d'orthogonalité qu'on avait vue tout à l'heure dans le problème initial. Et là aussi, du coup, c'est un exemple de birévélé. Donc si on a une fonction power, ça c'est toujours vrai, et donc les fonctions power jouent un rôle extrêmement particulier. Donc, l'autre chose, c'est que
toujours avec ces histoires de conjugaison, si on cherche à optimiser à la fois le X et le Y, comme on a la relation de Schwarzschild qui dit que l'utilité, par exemple la duale, c'est lié, c'est une fonction de l'utilité primale appliquée à la dérivée de la duale, par exemple, eh ben, c'est très facile de voir, donc on a cette inégalité qui est toujours vraie, avec égalité pour y égale moins ux, je pense, mais bon, c'est pas très grave si on cherche à faire. Et donc, à cause de cette condition, c'est l'inégalité toujours vraie, donc quand on met des processus, qu'on prend les espérances, etc., la condition pratiquement nécessaire pour qu'on puisse être optimal, c'est que le UZ, la dérivée marginale de l'utilité prise le long du processus optimal, corresponde au processus dual conjugué optimal. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition du premier ordre. Mais avec une condition du premier ordre comme ça, vous voyez que vous avez une description complète en fait de la dérivée de l'utilité, parce que si votre processus xt, ici, si le xt qui est là-haut, dans l'équation y, si vous connaissez xt, yt, si vous avez que xt est monotone, eh ben vous avez tout de suite que la dérivée d'utilité, c'est le y pris en uz, condition initiale, auquel on applique l'inverse du flot xt de x. Et donc vous avez une description trajectorielle du critère qui est associé à ce problème. Donc si vous avez un xt de x qui est monotone, si vous avez un truc dual, et vous avez un procédé pour construire nécessairement l'utilité marginale qu'il vous faut. Donc si vous avez des problèmes très compliqués, si vous savez que la solution optimale est monotone, ça vous dit qu'il y a plein de liens entre tous ces process et c'est 100% trajectoriel. Donc les propriétés de martingale, elles n'ont jamais été écrites sur les xt, sur les y. Je peux avoir des processus qui ne sont pas continus, je peux avoir n'importe quoi d'ailleurs, il suffit d'appliquer cette règle pour que ça marche. On verra que le n'importe quoi n'est pas tout à fait n'importe quoi, parce que qu'est-ce qu'on a comme condition? Eh bien, on avait des conditions qu'on veut u de t de xt de x qui soit une martingale, on veut qu'un utile de t de yt de x de y qui soit une martingale pour tout x et pour y. À cause de ça, on a une inégalité nécessaire entre yt de y et xt de x. Ils sont les deux seuls paramètres qu'on a à notre disposition puisqu'on ne fait pas du contrôle d'une certaine manière. Et donc, à cause de ça, en fait, on ne peut pas faire exactement n'importe quoi. Mais par contre, le truc qui est stratégique, c'est que la condition du premier ordre, elle est la même que celle que j'avais mise en évidence dans l'exemple. Et donc, elle est stratégique pour obtenir une construction trajectorielle des résultats. Alors, la dépendance en XY des processus, leur rôle, etc., n'est pas complètement évident. On va mieux le comprendre dans ce qu'on peut appeler un univers intrinsèque pour les gens qui sont familiarisés de la finance. L'univers intrinsèque, ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle l'univers risque neutre. Et donc, mais là, il n'y a pas de finance, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, on va supposer qu'on a des conditions asymptotiques sur les comportements des processus qu'on a sélectionnés, xt et yt. Et donc, alors je vous rappelle, xt de x, c'est plus ou moins RICS, en 0 ça vaut 0. Donc, on suppose qu'on a une limite lambda xt au quotient xt, quand x tend vers 0, du ratio xt de x sur x. Et à cause du fait que les y sont reliés à des transformés par l'utilité, les propriétés de la dérivée d'utilité, la condition similaire en y, c'est que quand y tend vers l'infini, y de t sur y égale hy de t doit être strictement positif. Comme on avait par hypothèse que x de t, y de t de ux était une martingale, quand on fait tendre les ratios vers 0 dans le produit, ça nous donne qu'à la limite, le produit lambda x hy, là, les deux processus limites qui ne dépendent plus de x, doit être une martingale. Alors ici, on est rapide sur ce que ça veut dire que
être une martingale. Donc en fait, il y a des conditions d'uniforme intégrabilité, etc., qui sont nécessaires et qui sont pas du tout simples à gérer, mais qui masquent les idées. Donc j'en ai pas parlé ici. Et donc l'idée, quand on a un truc comme ça, c'est de faire des changements de proba pour regarder ce que ça donne individuellement. Et comme on avait des propriétés du type xt, yt devait être une surmartingale et une martingale si on a des bonnes conditions sur la diagonale, ça nous donne, en faisant tendre x vers 0 par exemple, ça nous donne des conditions sur les processus eux-mêmes après des changements de proba et changements de numéraire. Donc le monde de l'économie de la finance vit de changements de proba et de changements de numéraire. Ça veut dire que vous changez de mesure de référence, vous changez de monnaie par exemple. Et donc les traductions des propriétés que j'avais avant dans ce contexte, c'est que dans l'univers intrinsèque, xt divisé par lambda x, par le numéraire lambda x, la duale, la conjuguée, enfin non plutôt l'adjoint y divisé par le hy là. Alors l'adjoint c'est censé représenter un pricing, une mesure de pricing, et donc c'est celle qui aide à faire la valeur des prix dans le monde économique, sinon c'est juste dans le cône orthogonal des grands xt de x. Et donc, avec ces propriétés-là, on sait qu'on obtient que xt intrinsèque, donc changé de numéraire sous la nouvelle proba, ça doit être une surmartingale, que le y a les mêmes propriétés, que les produits ont aussi les mêmes propriétés. Et donc, c'est quand même beaucoup plus lisible comme condition. Donc, on voit quand même que le x qu'on regarde, il ne peut pas être n'importe quoi. Il y a un univers équivalent où il doit être une surmartingale. Y, c'est la même chose. Le produit, c'est la même chose. Donc les conditions là sont pour tout x, pour tout y, et puis la propriété de martingale, elle est vraie quand y égale ux de petit x, et donc on peut montrer aussi que dans cet univers, les conditions entraînent que les préférences sont des surmartingales. Donc on a un univers où des conditions vraies pour tout x et pour tout y se simplifient en des conditions individuelles sur les actifs. Donc c'est comme dans le monde risque neutre. Et donc on a, comme on l'a vu, si on a toutes ces propriétés, on a une construction algébrique pour l'utilité. Donc on l'a construit à partir de la condition du premier ordre. Du z c'est y de uz de x de t moins 1 de z. Ça c'est l'inverse du flot xt de petit z quand on a supposé qu'il était strictement croissant. C'est le premier endroit où on fait une hypothèse vraiment sur le grand x. Qu'est-ce que ça veut dire que des xt de x sont monotones? Comment on vérifie ça? C'est pas évident a priori, mais si vous avez des systèmes d'équations différentielles stochastiques, alors si les coefficients de l'équation sont régulières, alors en dérivant terme état... Oui? Le processus du grand Y. Oui? Est-ce que c'est une donnée ou un ingrédient de la solution ou un outil? Alors c'est un ingrédient de la solution, enfin, c'est-à-dire que toutes les solutions admissibles, excuse-moi, si tu pars d'un x et d'une utilité en 0, évidemment, il y a plein d'utilités pour lesquelles le truc est martingale. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est établir une bijection entre un autre paramètre, qui est le y, et les utilités. C'est-à-dire, après, étant donné x, y, enfin, le y, c'est un degré de liberté si tu penses que x est fixé. Voilà. Et donc, c'est ce que, d'ailleurs, donc tu fais l'inverse. Après que tu as quand même un petit problème, c'est de justifier que quand tu prends la primitive, grand U, de la dérivée, qui est écrite là-haut, construite trajectoriellement à partir de x et de l'inverse, le nouveau processus U de t de xt est bien une martingale. Et en fait, si xt était dérivable, en z, tout est en paramètres, c'est facile à voir parce que ça va être une martingale. Et sinon, on utilise des approximations par les sommes de Darboux et c'est pas fondamentalement difficile. Et donc, le truc, voilà, c'est quel genre de problème on résout. Bon.
que je veux dire, c'est j'ai donné des exemples où la fonction de valeur d'un problème était bien une fonction concave. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on montre comment on les récupère. Mais il pourrait y avoir des problèmes sur lesquels c'est pas le cas. Hein. Et bon, est-ce que j'ai le temps de faire des SI? Oui, enfin bon, je fais 2 minutes de SI. Donc maintenant, si on veut calculer autour de ça, eh ben, tout est aléatoire. Là, on va supposer que les processus sont solutions des quadifs. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'utilité elle-même est un champ aléatoire. Et donc, quand on veut démontrer qu'appliquer à xt, ça fait une martingale, ben, il faut appliquer la formule d'Ito-Wenzel, qui est relativement facile à comprendre. On prend le champ aléatoire avec coefficient bêta et gamma, on l'applique à z. Donc la première ligne, c'est juste l'avoir appliqué. Après, c'est comme si on fait z fixé en f donné. Ensuite, la deuxième ligne, c'est la formule d'Ito, si c'est suffisamment régulier. ft de z dz plus 1/2 de f seconde. Et puis, le dernier terme qui est le plus important, c'est celui qui traduit l'impact de l'aléa de f avec l'aléa de z, avec lequel on compose. Et donc, il y a un terme supplémentaire qui est écrit autour de ça. On peut l'écrire différemment pour être mieux adapté à ce qu'on a, en mettant en évidence, en fait, que si on va l'appliquer à nos utilités, on sait que xt uz de t de z de t est une martingale, et donc le terme qui est en rouge, c'est un truc qui est martingale. Donc, en faisant un peu de calcul, ça c'est le grand champion des calculs, c'est Mohamed, on arrive à avoir une caractérisation complète des paramètres de la fonction d'utilité. La seule chose, c'est que la dynamique du bruit, qui est un gamma u de t et de z, on la connaît que par l'intermédiaire de sa dérivée directement. Et donc, c'est assez compliqué. Mais dans le cas intrinsèque, voilà toutes les valeurs des paramètres. Donc la deuxième ligne est très importante parce que elle vous montre que ça c'est une utilité, donc ça c'est négatif, c'est concave, donc ça c'est négatif. Et par exemple, si on est dans l'univers intrinsèque, le mu y il est négatif puisque c'est une surmartingale, et donc on trouve automatiquement que l'utilité elle est une surmartingale, son drift est 0. Bon, et la seule chose à quoi ça sert ici, en dehors de faire joli, c'est qu'on n'a pas su démontrer directement que si on prenait un processus qui était dans l'orthogonale des y, en un certain sens, enfin que u était la fonction de valeur d'un problème d'optimisation. Et pour le faire, si on a des dérivés, on sait le démontrer, c'est pas le plus intéressant. Juste, on arrête tout ça, non? Alors, c'est juste que voilà, ça c'est pour Stéphane. J'explique ça à Stéphane une fois, on discute ensemble, et puis il me dit ton truc c'est pas mal, mais on fait les utilités, on s'en fout quoi. Ouais, oui, j'ai fini. Quoi? Non, ça on s'en fout pas, mais je veux dire c'est pas au cœur des problèmes concrets qu'on rencontre tous les jours, les économistes plus, et ce serait bien si on pouvait l'illustrer un petit peu autrement. Et donc après, je me suis dit, bah, évidemment, qu'est-ce qui sert dans le monde de la finance? C'est le pricing, et donc est-ce qu'on peut traduire des choses du même genre dans le cas des options, d'une certaine manière? Et je me suis rappelé, mais juste avant d'écouter la conf de Gilles, qui va y faire référence, qu'il y a très longtemps, avec Monique Jean-Blanc et Shrive, on s'était intéressé à faire des prix d'options quand on savait que leur payoff était des fonctions convexes d'un sous-jacent. Et on avait essayé de montrer que dans certains cas, c'était bien une fonction convexe. Le prix de l'option était lui-même une fonction convexe. Mais si on a ça, on a exactement la même situation que ce qu'on avait pour les utilités si on sait que l'utilité en zéro est concave, puisqu'on cherche à diffuser ensuite des prix d'options concaves. Et donc, c'est juste, voilà, je vais juste... alors, bon, comme tout à l'heure, quand c'est linéaire, tout a les bonnes propriétés, et juste le truc qu'on avait démontré avec Shrive et Monique, c'est que la propriété de concavité se propage en fait pour des diffusions dont les coefficients ont des belles propriétés.
Donc, leur vol est suffisamment régulière pour qu'on soit sûr que le processus lui-même soit monotone. Et après des petits efforts, quand même, que j'avais oublié, on peut démontrer que sous la régularité de la dérivée de la fonction de volatilité, on a bien un pricing convexe. Si H est convexe, la valeur en zéro est convexe. Une fois qu'on a ça, on peut inverser le système, comme on l'a fait dans les utilités, et reconstruire à partir d'une donnée de processus monotone et d'une fonction convexe en zéro, un système de prix qui reste convexe. Quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on a un grand problème quand on a des modèles qu'on reconstruit à partir des données aujourd'hui, de vérifier que dans le futur, on aura bien des dérivées qui sont positives, etc. Et donc, la méthodologie qu'on a là fait qu'on a un choix systématique qui fonctionne. Bon. Alors ça, de toute façon, c'est Gilles qui va vous expliquer que c'est utile d'avoir cette propriété, indépendamment de nous. Donc, je ne peux pas finir sans... alors, depuis 10 ans, je fais de la dynamique de population et je suis très experte en longévité, je suis bien obligée. Et voilà, et donc je confie Denis au dieu de la santé, de la longévité, qui irrigue le monde chinois en particulier, et je te place sous sa belle garde, assez souriante, voilà. Et je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que j'ai eu l'occasion de faire dans ton environnement, on va dire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions? Questions? Merci Nicole. Moi je voulais poser une question sur les applications des fonctions d'utilité. Je me demandais, est-ce que sur des sujets environnementaux, pour pouvoir comparer des dimensions différentes, ça peut servir soit à des décideurs de savoir s'il faut mieux traiter des déchets en dépensant de l'énergie mais économisant des espaces naturels, voire carrément ça peut rendre digeste pour des consommateurs des choix de consommation. Enfin, la plupart du temps, évidemment, ce que j'ai présenté ici, en tout cas, notamment à cause des propriétés des fonctions d'utilité, c'est très unidimensionnel d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ton intermédiaire de calcul, c'est soit la consommation, soit la richesse, etc. Mais dans cette représentation-là, qui est très purement trajectorielle d'une certaine manière, t'as du mal à introduire, à mon avis, des critères suffisamment riches pour pouvoir répondre à ta question. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est parce que les formules sont explicites, mais après, avoir des critères concaves en plusieurs dimensions, c'est la base de la plupart des choses que les gens font. Ce qui se passe, c'est que c'est pas évident que la fonction de valeur se propage avec la concavité, c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question? Bon, sinon je vous propose qu'on remercie Nicole à nouveau.